Voilà. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que dans le chat, deux, trois d'entre vous pourraient nous dire si vous nous entendez bien? Je suis donc Pascal Gilles, l'animateur de ce temps Manageduc. On va supposer que oui, Oui, super. c'est bon. Malfroid nous dit oui, voilà. Et on a le pouce levé de Midi Elrech, parfait, voilà. Très bien, alors bienvenue dans ce temps d'échange qui effectivement cherchera à nous aider à réfléchir sur cette question de l'évaluation des enseignants et de voir comment parfois ce qu'on vit comme une contrainte, on peut en faire un atout. Je vous rappelle que ce temps est proposé par la communauté Manageduc, portée par Synlab, communauté qui réunit un certain nombre de cadres passionnés des questions d'éducation et qui propose à la fois des entrées de fonds et des échanges de pratiques. N'hésitez pas pour ceux qui, enfin si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà allé voir Manageduc en général. Et dans les passionnés d'éducation, on a la chance d'accueillir Marie-Claude. On va laisser Marie-Claude Stocker se présenter dans un premier temps, puis ensuite on va démarrer. Et je vous rappelle et on remercie beaucoup Guénolé qui est là pour faire toute la technique d'une part et qui suit le chat et qui me fera remonter les questions qui semblent nécessaires. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat pour poser vos questions directement ou réagir. Voilà, l'idée c'est que ça soit interactif par le chat. Donc Marie-Claude, encore merci d'avoir accepté à la fois de préparer et puis de se prendre ce temps de ce soir. Et est-ce que vous voulez bien vous présenter en en tant de mots que vous voulez? Bien sûr, je vais être rapide. Bonsoir à tous. Je suis extrêmement heureuse, extrêmement honorée et je vous remercie de m'avoir invitée, conviée ce soir. Je suis donc directrice des ressources humaines d'une entreprise à l'international. Je ne suis pas DRH de métier. Ça fait plus de 30 ans que je travaille et j'ai commencé dans d'autres métiers plus commerciaux. J'ai une formation commerciale. J'ai passé 15 ans de ma vie à l'étranger, dont 5 ans à Hong Kong, où j'ai été très associée au lycée français, très proche en tant que mère d'élèves et puis faisant partie du conseil d'administration. Voilà, passionnée par l'éducation et extrêmement heureuse de pouvoir partager avec vous des sujets de préoccupation communs. Je trouve qu'on manque de forums d'échange. Or, ce que nous avons en commun, me semble-t-il, vous et nous, professionnels des ressources humaines, c'est le goût pour l'humain, le goût de l'humain, le goût du développement, développement des élèves, développement du corps professoral, développement des équipes de direction. Et puis, vous vous occupez beaucoup des enfants et nous, on s'occupe après du développement des adultes dans le monde professionnel, mais mus par cette même passion, je crois. Et donc, je suis ravie de pouvoir partager peut-être avec vous certaines de nos pratiques et puis vous entendre en retour à travers vos questions. Merci beaucoup. En quelques mots, voilà, moi je suis actuellement conseiller technique auprès de la rectrice de l'Académie de Versailles. C'est tout nouveau pour moi du mois de septembre. Et auparavant, j'ai été chef d'établissement une douzaine d'années en ayant la chance de piloter à la fois des petits établissements, collège ou lycée professionnel, et puis un établissement plus grand à la fin, essentiellement en quartier politique de la ville. Voilà. Et donc, on a nos modalités dont on a parlé qui renvoient au PPCR, et entre autres donc à cette logique de comment développer la carrière des enseignants et la rémunération. Et en préparant un peu cet entretien, Marie-Claude, on avait découvert le baromètre de l'engagement de votre entreprise. Est-ce qu'en quelques mots et pour démarrer, vous pouvez nous indiquer un peu ce qu'est ce baromètre de l'engagement et comment il se manifeste concrètement? Tout à fait. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est dans les leviers de motivation pour permettre à chacun de s'épanouir et de se développer, on a entre autres ce baromètre qui permet à chacun de s'exprimer sur un certain nombre de dimensions liées au travail, que ça soit sur est-ce que je comprends la vision, la mission qui m'est donnée? Quelles sont mes relations avec mes collègues? Est-ce que mon environnement de travail est satisfaisant?
Est-ce que je suis assez accompagnée dans mon développement professionnel, dans le développement de mes compétences? Donc, on a listé un certain nombre d'items sur lesquels on a demandé aux collaborateurs donc de s'exprimer, donc de noter. En gros, c'est une liste de 30 questions, très simple. Ils notaient anonymement et les résultats étaient agrégés par équipe de 8 personnes minimum, de telle sorte que on ne puisse pas personnaliser ou identifier les réponses individuelles. Et donc, on a fait ce travail, donc 30 questions, c'était sur une plateforme assez simple. On a récolté toutes les informations et on a fait des briefings des résultats, donc avec des notes d'engagement, des scores par question, par dimension qu'on voulait évaluer, par équipe, par département, par pays. Nous, c'était un engagement, un baromètre d'engagement mondial. Et donc, on est descendu au niveau de chaque département. On a fait les débriefings de ce qui ressortait, donc à la fois au niveau global pour toute l'entreprise et puis ensuite par équipe. Et on a identifié quels étaient les items sur lesquels il fallait qu'on progresse, quels étaient ceux sur lesquels on avait d'assez bons scores et quels étaient ceux sur lesquels il fallait qu'on progresse. Et il y avait notamment, comme souvent, dans les questions, les points de progrès soulevés, tout ce qui était ressources humaines, donc accompagnement du développement des carrières, opportunité de progresser, opportunité de se former, rémunération, enfin tous ces sujets qui sont pas toujours faciles à aborder, mais sur lesquels chacun a pu s'exprimer. Et donc, ce qu'on a fait à l'issue de ces résultats, qui pour moi sont toujours une cartographie à un instant T d'une situation, mais ça n'est que le début en fait d'un travail. On a demandé à chacune des équipes, au regard des résultats sur le périmètre dont ils faisaient partie, dont faisait partie l'équipe, eh bien de se réunir sur base de volontariat et de formuler un certain nombre de propositions, de plans d'action pour améliorer les points sur lesquels ils souhaitaient qu'il y ait une amélioration. Voilà. Et donc, équipe par équipe, on est là dans la phase de remontée de ces plans d'action qui permettent aux équipes de vraiment se prendre en main et de prendre en charge les propositions. Et donc, il y a certaines propositions sur lesquelles finalement la décision peut être prise localement, donc entité par entité, département par département. Et puis, il y a des propositions qui sont engageantes au niveau d'un pays entier, voire au niveau de l'entreprise en entier. Alors là, c'est des discussions avec le comité de direction pour voir ce qu'on peut faire pour avancer. Voilà, ce que ça nous permet, c'est vraiment de rendre, d'abord de montrer qu'on est vraiment à l'écoute de ce que les collaborateurs ressentent et pensent. Deuxièmement, de leur permettre de formuler des propositions. Et ça, pour moi, en tant que directrice des ressources humaines, c'est extrêmement important de rendre les membres des équipes acteurs, de dire que on est là en tant qu'employeur pour créer un terreau favorable pour un certain nombre de choses qui sont évidemment la performance de l'entreprise et le développement de chacun des membres des équipes, mais que c'est à chacun de prendre la responsabilité d'œuvrer pour ce à quoi il aspire et un progrès collectif. Voilà. Alors, si j'entends bien, si on commence par ce point qui peut apparaître un peu éloigné du thème, qui était l'évaluation des enseignants, sachant que nous pratiquons nous surtout une évaluation individuelle, c'était pour montrer que derrière cette question-là, il y a bien sûr la question du collectif, bien sûr, oui. De la dynamique de l'engagement, engagement qui est particulièrement forte chez nous à l'Éducation nationale aujourd'hui, que ça soit en termes de bien sûr le contexte sanitaire, que ce soit aussi on voit bien l'entrée d'un certain nombre d'actes violents qui s'imposent à nous et pas seulement dramatiques comme la situation du professeur Paty, bien sûr, mais on voit bien que cette question d'engagement elle est posée et un peu ce sentiment que chez nous, même s'il existe des enquêtes locales du climat scolaire qui permettent
de faire remonter un peu ce sentiment interne, on hésite et on a souvent peur un peu d'ouvrir, j'allais dire, le couvercle de la boîte de Pandore et le couvercle de la marmite. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous aviez chez vous? Absolument. Et comment on peut essayer de rassurer une équipe sur le fait qu'on ne sera pas, ou rassurer des cadres intermédiaires, hein, que peuvent être les adjoints, je pense agents comptables, proviseurs adjoints et même les chefs d'établissement quelque part, c'est un peu ça la question, sur le fait qu'on a quand même intérêt à ouvrir, à ouvrir la boîte plutôt que de la laisser fermer. C'est vrai que, alors, on avait fait un baromètre d'engagement il y a une dizaine d'années et sur certaines équipes, on avait vraiment le sentiment d'avoir ouvert la porte de la boîte de Pandore et que les membres des équipes avaient le sentiment que parce qu'on leur posait la question, on allait forcément répondre favorablement à toutes leurs demandes et leurs requêtes. Bon, on a bien recadré les choses et c'est pour ça qu'on a fait ce baromètre d'engagement-là de façon un peu différente, avec moins de questions, plus ciblées. Donc, vraiment en choisissant des sujets sur lesquels on était à l'aise de travailler. Bon, cela dit, je vous dis, les questions des rémunérations, ça sort à chaque fois et à chaque fois, il faut réexpliquer et expliquer que on agit sous contrainte, c'est-à-dire que c'est comme vous, hein, c'est pas parce qu'on est l'entreprise et le secteur privé que on a une planche à billets, hein, je veux dire qu'on a d'énormes contraintes budgétaires pour les augmentations de salaire, donc c'est pas parce que les membres des équipes vont nous dire qu'ils ont le sentiment qu'ils sont pas bien payés ou pas payés au niveau du marché qu'on va tout à coup pouvoir faire des augmentations colossales. Non, on agit au sein d'un budget de contraintes. En revanche, ce dont on s'est aperçu, c'est que souvent il y a à la fois le sujet lui-même et il y a la communication sur le sujet. Il y a un déficit de communication. Si je prends la question, par exemple, de l'accompagnement des formations, on avait des scores assez faibles sur le fait que les gens avaient l'impression qu'ils n'étaient pas assez accompagnés ils n'avaient pas assez de formation à disposition. Et on s'est rendu compte que c'était pas tant qu'il n'y avait pas assez de formation à disposition que ils n'étaient pas au courant des formations qu'il y avait à disposition, ils ne savaient pas qui contacter, les communications internes sur ces formations n'étaient pas visibles. Voilà. Alors, je vois que vous posez des questions sur, vous me demandez quelles sont les questions sur le baromètre d'engagement. C'était des questions vraiment sur, alors par exemple sur la vision, c'est est-ce que vous comprenez la mission de l'entreprise, est-ce que vous connaissez les valeurs, est-ce que vous y adhérez, est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez dialoguer avec votre hiérarchie? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un mode projet avec vos collaborateurs? Est-ce que, donc pour les aspirations de carrière, est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu dans vos aspirations de carrière? Est-ce que vous avez suffisamment d'opportunités de vous développer? Voilà, c'est des choses très concrètes, mais je pourrais alors volontiers partager avec vous les questions très précises. Pardonnez-moi, je les ai pas sous les yeux, mais je peux tout à fait les mettre après dans le compte rendu de la discussion pour que vous les ayez bien en tête. Il y a toujours un risque. Oui, si je peux me permettre là juste de préciser, volontiers, d'autant plus que, je le rappelle à chaque membre, que dans Manageduc, je pense d'ici une semaine, il y aura le compte rendu, un peu la synthèse de ce qu'on s'est dit, et donc on peut tout à fait joindre cela. Ouais. Si on prend les questions, par exemple, autour de la formation, qui est un point sur lequel on sait très bien, c'est important chez nous. Comment est-ce que là vous avez 2-3 exemples de questions autour de cette formation et comment après des collectifs s'en sont emparés? Parce qu'on a un peu le sentiment, nous, excusez-moi, on a un peu le sentiment que nous, c'est au niveau du local, hein, on a beaucoup une dynamique de ce qu'on appelle les formations d'initiative locale, les fils, et le sentiment que c'est à ce niveau-là que les choses peuvent se jouer en termes de développement professionnel. Alors, déjà, juste pour finir sur la boîte de Pandore, parce que je pense que c'est vraiment hyper important, nous, on est parti du principe que mettre les questions sous le tapis, c'était toujours des bombes à retardement. Donc, on a pris le risque d'ouvrir et on a traité au fur et à mesure, géré au fur et à mesure. On a eu des discussions parfois super, parfois un peu houleuses, mais vous êtes habitués à ça, vous le savez, de toute façon, c'est la vie des collectivités. Mais on a quand même, au global, et c'est la raison pour laquelle on a refait le baromètre, c'est qu'on croit quand même que c'est en ouvrant le dialogue, en le cadrant, vraiment, c'est-à-dire en étant très clair dès le début qu'il n'y a pas de baguette magique et qu'on ne pourra pas répondre favorablement, mais qu'on se donne plus de chances collectivement en mobilisant l'intelligence collective de répondre à nos problématiques ensemble qu'en ne voulant pas regarder les sujets en face.
Et puis, c'est extrêmement mobilisateur et fédérateur pour tout le monde. Donc, on reste quand même sur le fait que c'est très positif. Sur les questions de formation, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que du point de vue des collaborateurs, ils ont toujours le sentiment qu'il n'y en a pas assez ou que c'est jamais ce qu'ils veulent vraiment. On croit toujours qu'il y a des solutions miracles, là aussi, magiques. Donc, ce que nous permet de faire le baromètre d'engagement dans l'évaluation, parce qu'il y a effectivement des réponses à des questions et puis il y a des réponses libres aussi, où il peut y avoir place à des suggestions. On s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait une quantité incroyable d'expériences, de mentorat possible, de tutorat sur des compétences spécifiques, qu'il y avait des gens qui avaient des parcours, des vécus, des expériences très, très pragmatiques à partager. Donc, on a mis en place des systèmes de tutorat et de ce qu'on appelle reverse mentoring sur toutes les technologies où ce sont plutôt les plus jeunes qui forment les plus anciens. Pardon, je réponds pas à votre question. Si je peux me permettre peut-être si, très bien, est-ce que vous pourriez peut-être différencier tutorat et mentorat si pour vous il y a une différence et ne pas hésiter, comme vous le disiez là, à approfondir quelque chose qui nous étonne un peu à la limite chez nous, qui est qu'on va demander aux entrants ou aux jeunes de former les anciens. Ah oui, alors ça, question une, tutorat, mentorat et puis voilà, les jeunes qui forment les anciens. Oui, alors pour moi c'est un peu la même chose, le tutorat et le mentorat. Après, il y en a qu'on met dans des programmes, on appelle ça un programme spécifique de mentorat, c'est-à-dire qu'on associe un mentor à un mentoré, je sais pas si ça se dit. Oui. Voilà, c'est des espèces de binômes qui se forment. Et c'est volontaire, c'est de part et d'autre. Oui, toujours volontaire. Alors moi, je ne crois pas du tout au fait de le forcer, et franchement, on a toujours des volontaires. Ouais. Voilà, parce que ça peut se pratiquer aussi hein, dans certains établissements à un moment donné. Alors après, il y a la question de la valorisation, la valorisation, par exemple, du mentor, elle se traduit économiquement, elle se traduit par une mention à un moment donné, elle se traduit par une valorisation de la dynamique collective. Alors, elle ne se traduit pas par une valorisation financière. On considère que ça fait partie ça témoigne de la part de la personne qui le fait d'une volonté de se développer. Donc, on part du principe que ça va être, comment dirais-je, valorisé lors d'un développement futur, d'une autre prise de poste ou dans la participation à d'autres types de projets. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir été identifié comme effectivement ayant témoigné d'une volonté de se développer, de participer. Voilà, donc ça peut se traduire de manière financière ou par une prime à un moment donné lors d'une évolution d'un changement de poste, par exemple, mais pas forcément. Pas forcément. Moi, je pars du principe que il n'y a pas que la dimension financière, et je pense que le fait justement d'être impliqué, de se sentir impliqué, responsable, responsabilisé, de pouvoir proposer des idées, de pouvoir partager ses compétences, ses expériences, ça fait partie du package qui valorise et qui permet à l'individu d'être épanoui. Voilà. Alors, un peu le sentiment que dans nos établissements, on n'ose pas suffisamment aller vers ce type de dynamique. On le fait pour les entrants, très clairement. Même si pour les entrants, moi, je suis toujours été intéressé par ce que j'appelais des moments d'étonnement, c'est-à-dire interroger les nouveaux entrants dans l'établissement, en leur donnant d'une part un mentor qui à un moment donné les accompagne au moins pendant la première période, souvent le premier trimestre, très clairement, pas seulement sur des questions que matérielles, c'est-à-dire en gros qu'est-ce que je fais quand il n'y a plus de papier à la photocopie, mais aussi sur des dynamiques plus pédagogiques, et d'autre part, moi je trouve toujours intéressant de réunir tout ce monde-là au bout d'un mois et de dire un peu qu'est-ce qui vous a étonné, et pas seulement pour les jeunes professeurs néo-titulaires ou stagiaires, mais bien pour les personnes qui viennent de l'extérieur. Et je trouve qu'on profite pas aussi dans cette culture collective de ce qui fait sens pour nous, c'est-à-dire à un moment donné le regard qui est porté par d'autres
qui nous connaissent suffisamment parce qu'ils y sont rentrés et à un moment donné ils disent tiens voilà dans un autre établissement qui pourtant a une organisation très proche, on fait pas exactement les choses de la même façon et je trouve ça intéressant ou il serait intéressant d'utiliser cette entrée-là et d'avoir ce mentorat. Moi je pense que c'est des choses qu'on peut faire en interne assez facilement et qui de la même façon vont être valorisées à un moment donné par la reconnaissance. Je vous ai évoqué un autant de valorisation et d'entretien, de rendez-vous de carrière qui peuvent se faire, mais pas seulement. En revanche, moi quelque chose qui m'a surpris et à ma connaissance je l'ai vu très très peu pratiqué chez nous, ça serait l'inverse, c'est-à-dire profiter des compétences des entrants qui ont aussi chez nous souvent une compétence conceptuelle, j'allais dire en pédagogie renouvelée parce qu'ils sortent des INSPE et normalement ils ont réfléchi assez fortement. Je veux pas déclencher une discussion sur les INSPE dans le chat parce que c'est un vrai débat chez nous, mais concrètement quand même. Et comment on peut les associer, comment vous associez donc ces jeunes dans un mentorat inversé, j'allais dire, si j'ai bien compris l'expression anglaise. En essayant d'identifier quelles sont justement les compétences qu'ils apportent, et alors notamment les compétences en technologie. Enfin, nous, on a des très très gros enjeux de nouveaux types de métiers, hein, et y compris en ressources humaines. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Moi, je recrute là ce qu'on appelle des content managers et des community managers, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont responsables de produire du contenu et de le mettre sur les réseaux sociaux, et des personnes qui sont capables d'animer les communautés sur les réseaux sociaux. Je parle d'un point de vue ressources humaines strictement, je ne parle pas de la communication de l'entreprise. Donc, de la communication employeur sur LinkedIn, sur les plateformes de recrutement, etc. Tout ça, c'est des nouveaux métiers. Moi, avec mes 35 ans de vie professionnelle, je suis absolument pas une experte des réseaux sociaux et en plus, j'aime pas ça. Mais je suis bien obligée de m'y mettre et les meilleures personnes pour me former, c'est les jeunes que je recrute et qui, nous apprennent. Donc après, c'est une question de posture, d'humilité, d'accepter que dans ce monde où la technologie a un impact phénoménal sur tous nos métiers, pour un jeune qui est né avec les téléphones portables, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite que pour les plus anciens qui maîtrisent pas. C'est comme l'apprentissage des langues. Donc c'est juste reconnaître ce que chacun apporte et se départir d'une vision complètement hiérarchique, pyramidale, qui pour moi est d'un autre temps. Et on est confronté aux mêmes choses que vous, hein. Je veux dire, dans l'entreprise aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, ils estiment que c'est pas parce qu'on est leur chef qu'on sait mieux qu'eux, hein. Donc c'est compliqué, hein. Il y a vraiment des conflits de génération potentiels. Donc il faut arriver à valoriser ce que les uns et les autres apportent. Et Dieu sait qu'il y a, quand on fait la somme de toutes les expériences, encore une fois, les compétences qu'il y a à disposition, si on se place du point de vue de recenser un petit peu ce que chacun peut apporter et ce que chacun peut contribuer. Nous, on fait par exemple des déjeuners d'apprentissage, donc où à tour de rôle, les collaborateurs à la fois peuvent postuler pour transmettre des expériences et des compétences et les autres peuvent s'inscrire. Et voilà, on fait du partage d'expérience en fait. On fait du partage d'expérience, on fait du co-développement. Mais dans le fond, tout ça, et je vois votre question sur les syndicats et le millefeuille, et nous, on a des ateliers avec des ouvriers joailliers, et donc des gens donc qui pointent. Enfin, je veux dire, on a différents types de populations, hein, parmi nos salariés. Et on voit bien que c'est pas toujours simple de faire passer toutes ces idées. On y arrive bon an, mal an, et mon expérience a toujours été de démarrer avec ceux qui avaient envie. Voilà, de pas imposer, mais il y a toujours, me semble-t-il, hein, de mon expérience, il y a toujours dans une collectivité des gens qui sont moteurs, des gens qui ont envie d'y aller, ce que j'appelle les alliés ou des ambassadeurs. Et c'est de commencer, voilà, à mener des petites expériences, des pilotes ici et là, des petits groupes, projets. Et petit à petit, ce faisant, on se rend compte que y en a de plus en plus qui se rallient et il y aura toujours des réfractaires, il y aura toujours des gens qui n'auront pas envie d'avancer. Je crois que ça, c'est inhérent à toute communauté humaine. Mais finalement, on se rend compte qu'on arrive quand même à avancer. Voilà, en tout cas, je reste optimiste et positive là-dessus. Alors, moi je vous rejoins d'autant plus que, voilà,
ayant aussi une expérience professionnelle assez longue, ce que je constate, c'est que ce qui est très étonnant chez nous à l'Éducation nationale, c'est qu'on a quand même su évoluer de manière assez radicale en réalité, que certaines questions qui ne se posaient absolument pas il y a 15 ans, aujourd'hui on peut les poser très très ouvertement, et entre autres cette question-là, moi je voyais une remarque, est-ce que ça se fait sur temps de travail ou pas? Je pense qu'il y a des vraies questions qu'il faut se poser sur ça. Moi je considère qu'à un moment donné, quand on fait ce qu'on pour appeler de la migration, c'est-à-dire sur un point très technique ou très numérique, à un moment donné, trouver l'organisation qui fait que des professeurs, à un moment donné, vont pouvoir se retrouver pour être plus efficaces demain sur un temps de cours ou pas. Là, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. À la fois, il ne faut pas le faire bien sûr que sur les temps de cours, mais il faut être pragmatique, et on ne va pas le faire que sur les temps de vacances non plus. Même si quand même se dire là qu'on est en train de vivre certainement une évolution très forte, et que avec l'hybridation et le fait de travailler à distance, je pense que ça devient un peu notre rôle de gestion des compétences à un moment donné, d'organiser ces temps-là, et que si on ne le fait pas, il y a des professeurs qui se retrouvent en dehors. Moi, je pense à un établissement par exemple avec 180 professeurs. Il est clair que pendant le confinement et même après, on avait ces temps de rencontre. Je me souviens aussi de petits groupes qui se réunissaient autour d'un thé pendant 1 heure et demie tous les mois, et où à chaque fois un professeur apportait sur une thématique qui avait été choisie la fois d'avant, une petite réflexion à 2 ou à 3 avec voilà un apport un peu textuel, conceptuel, et puis une discussion d'une demi-heure, mais qui faisait qu'à un moment donné, soit on se retrouvait, soit on se créait au minimum une culture commune, soit on rentrait dans une controverse, et c'est toujours intéressant de le poser aussi. Je pense que c'est ce que j'appellerais moi ces micro-temps, c'est-à-dire ces temps forts, mais assez peu coûteux. En réalité, c'est des choses qu'on peut vraiment mettre en place. Bien sûr, je vous rejoins sur la dynamique du volontariat, très clairement. Et puis, on voit bien qu'à la fois, il y a le groupe des récalcitrants, j'allais dire à un moment donné. Je sais pas s'il y a un chiffre à poser, mais on l'a toujours. Mais il y a aussi le groupe des innovants. Et faire en sorte que les deux ne se séparent pas, je pense que ça doit être dans nos préoccupations très fortes. Alors bien sûr, il y a des lieux où c'est même tout à fait identifiés comme les concertations dans les réseaux d'éducation prioritaire plus, ça c'est clair, mais je pense qu'on peut essayer de les créer et d'entraîner les personnes. Ça fonctionne, et grâce aux réseaux sociaux, je pense on peut le faire comme vous le disiez. Alors, pour répondre en tout cas à une des questions, est-ce que vous releviez sur temps de travail ou pas temps de travail? Les deux. Les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont sur le temps de travail, et les formations en général, elles sont sur le temps de travail. Mais par exemple, il y a des partages de compétences entre pairs, ou des petits groupes projets ou des petits groupes de discussion un peu ad hoc. Ça peut se faire à la pause déjeuner, et c'est vraiment sur volontariat. Moi, je crois dans la cohabitation des deux, en fait. Je pense que je pars du principe qu'en tant qu'employeur, nous, on a le devoir de créer le terreau qui permet à chacun de s'épanouir, d'être performant dans son travail, et de se former, de se développer. Voilà, pour moi, c'est la responsabilité de l'employeur, c'est ça. Donc, créer le terreau, ça veut dire créer des propositions, créer des opportunités, ça veut dire stimuler l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation participative, c'est-à-dire le fait que des idées puissent émerger de la part des membres des équipes. Ensuite, je martèle à longueur de temps que les gens sont responsables de leur employabilité et de leur propre développement. On ne peut pas forcer, on peut inciter, inviter, on peut je crois beaucoup dans le fait d'exposer la vision et la mission. Pourquoi on est là? Qu'est-ce que c'est notre projet en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on vient là tous les jours bosser ensemble? C'est dans quel but? Et comment est-ce que chacun peut arriver à trouver sa place? Voilà, avec beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions. Bon, voilà. Moi, je crois à ça, et jusqu'à présent, c'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. Je ne dirais jamais que c'est un long fleuve tranquille, hein. Je veux dire que c'est sans arrêt de la discussion, de la remise sur le tapis. On est très challengé encore une fois par les jeunes qui arrivent, qui ont d'autres motivations, ou qui nous challengent beaucoup par rapport à nos représentations. Mais je crois à ça, et à une organisation qui est plus seulement, encore une fois, hiérarchique. Elle reste hiérarchique. Je veux dire, il y a un chef à la tête de l'entreprise, hein, il n'y en a pas 50. Il y a un chef, il y a un comité de direction. Voilà, ça reste pyramidal. En revanche, on voit bien que
on propose de plus en plus de modes projet qui sont transverses et qui permettent à des personnes qui ne sont pas forcément en situation, en responsabilité managériale, au sens hiérarchique, de pouvoir prendre le lead sur un certain nombre de projets, voilà, et qui deviennent des chefs de projet alors qu'ils n'ont pas forcément cette casquette-là dans la hiérarchie classique. Donc si j'entends bien, et c'est, moi j'ai le sentiment que nous devons être très vigilants sur ce point-là, parce que souvent dans les établissements, on observe que les porteurs de dynamique sont toujours les mêmes et sont souvent surinvestis. D'autant plus que pour nous, c'est assez facile de savoir que quand on a une dynamique qu'on veut mettre en œuvre, d'aller voir telle personne dont on sait que elle va nous répondre oui et prendre le projet. Et on sait très bien que par moment, il y a même certains professeurs qui quittent un peu l'établissement pour quitter ce rôle à la fois très valorisant mais un peu lourd à porter. Je dirais ce manteau du porteur à projet qui est sur tous les coups, qui est au CA, etc. Et je pense que ce que vous disiez, et on peut peut-être s'arrêter un petit peu là-dessus entre développement professionnel, cette logique des groupes de projets, et pour moi le fait que le groupe n'est pas toujours le même. Et que nous, on a un peu le sentiment de penser que nos groupes sont un peu toujours constitués des mêmes personnes en réalité, et ce qui fait qu'il y en a qui sont un peu exclus de ce groupe. Comment vous arrivez à gérer et à inciter chacun à, par moment, s'investir dans le groupe de projet, sans avoir trop ce sentiment qu'on a aussi chez nous. Je vois que certains parlent du sentiment d'appartenance, par exemple, qu'il y a des passagers clandestins. C'est-à-dire que on sent bien que dans les équipes de professeurs aujourd'hui, il y a des tiraillements qui se font entre ceux, alors ça a été très très vrai pendant le Covid, ceux qui sont investis, j'allais dire presque sans compter, et même très tardivement, et les autres qui ont été plus en retrait. Et donc cette logique un peu du passager clandestin, comment on peut essayer de la traiter pour créer des collectifs de développement professionnel? J'ai pas de baguette magique. On constate aussi dans l'entreprise que c'est quand même souvent les mêmes qui se portent volontaires et voire qui peuvent s'épuiser. Alors après, on peut cadrer un peu. Je vous donne par exemple, en exigeant qu'il y ait une certaine représentativité des départements, des fonctions. Donc, ça pourrait être chez vous, j'imagine, des matières enseignées ou voilà. C'est-à-dire en imposant effectivement cette représentativité qui fait que ça peut pas être toujours les mêmes. Et puis après, en essayant de bien expliquer finalement, ceux qui s'engagent un peu comme ça, c'est parce que c'est un peu leur nature et que voilà, soit c'est des passionnés, soit c'est des gens qui comptent pas, qui se surinvestissent, etc. Pourquoi les autres ne s'investissent pas plus? Parfois, il y a la peur de se faire dévorer par la tâche, la peur que ça serve à rien parce que de toute façon rien bougera, la peur que je sais pas quoi, plein de choses que de toute façon ils seront pas valorisés pour ce qu'ils ont fait. Donc après il y a un vrai boulot à mon avis, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans l'entreprise, de vraiment encore une fois, je reviens à la mission, au projet commun. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait les choses? Pourquoi est-ce qu'on en appelle à des volontaires? Et puis d'essayer de valoriser les gens qui s'engagent voilà, trouver des astuces pour leur faire témoigner de leur expérience, les faire partager sur des plateformes qui vont peut-être au-delà du premier cercle, les valoriser. Par exemple, nous, on a commencé à développer des cours. Par exemple, on a des ouvriers joailliers, comme je vous le disais. Bon, des ouvriers joailliers, c'est des gens qui travaillent dans l'atelier depuis très très longtemps. C'est des métiers de savoir-faire, des métiers de main, comme on dit. Et on cherchait une façon justement de les valoriser davantage. Eh bien, on a développer des partenariats avec des écoles. On monte des séminaires justement où on partage tous nos métiers, les métiers de main, les métiers de la joaillerie, les métiers des savoir-faire. On met en avant ces ouvriers joailliers. Voilà, par exemple, on les met en scène, on leur fait transmettre leur métier, leur parcours. Voilà, j'ai pas de baguette magique, mais c'est en trouvant des façons de valoriser, de cadrer aussi, c'est-à-dire de dire, voilà, si vous vous engagez, peut-être qu'il y a un temps de travail qui sera
détaché pour ça, peut-être que ça représentera pas plus de tant d'heures. J'avoue, j'ai pas les réponses à toutes les questions que vous posez, mais c'est à la fois pour valoriser, cadrer, donner envie, montrer que ça apporte quelque chose, à la fois à l'individu. Enfin, moi, je reste persuadée que on ne bouge que si on a un intérêt à bouger. Voilà. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait prendre conscience à chacun qu'en étant, en contribuant, eh bien, ça lui apporte quelque chose à lui déjà. Alors, je crois que ça va nous amener effectivement à cette question de l'évaluation individuelle et de l'entretien d'évaluation. Comment on arrive à faire que la personne a une vision de sa plus-value et de son évolution. Mais avant, par rapport à ce que vous disiez, moi je retiens cette dynamique qu'on n'ose peut-être pas suffisamment faire, et entre autres à l'échelle de territoires de proximité, je pense au bassin, à favoriser des groupes intercatégoriels où à un moment donné sur une problématique, à 4-5 établissements, c'est pas très compliqué. Souvent, nos collègues professeurs sont très partants. Là aussi, il faut être raisonnable. Moi, je l'ai vu dans un laboratoire de mathématiques, par exemple, qui s'est construit quasi tout seul, avec l'impulsion de 2 professeurs, et puis après 10 professeurs de collège qui se retrouvaient autour de, là encore, de café, de gâteaux, et qui échangeaient sur à la fois faire des mathématiques, retrouver le plaisir des mathématiques, et puis créer des choses. Enfin, voilà, et par les réseaux sociaux ou en présentiel. Enfin, peut-être oser nous un peu le lâcher prise d'une part sur ce genre de point, avec la nécessité en revanche d'avoir des retours, la valorisation en interne comme vous le disiez sur les journées de pré-rentrée, le conseil pédagogique, faire témoigner, et d'autre part se créer un groupe en intercatégoriel avec les autres collègues où à un moment donné on va valoriser les choses, et puis ça permet aussi à la personne qui va intervenir et présenter là où il en est de voir ce temps un peu de recul et d'essayer de mesurer les avancements. Donc sur cette question-là de l'entretien d'évaluation, je vois que Benoît qui nous dit l'entretien d'évaluation joue-t-il un rôle dans la valorisation de l'engagement. Normalement c'est son rôle, donc j'espère qu'on va pouvoir répondre quelques oui. Comment vous le travaillez et comment, j'allais dire là, vous accompagnez vos cadres, parce que j'imagine que les entretiens d'évaluation chez vous sont faits systématiquement par ce que j'appellerais les N+1, c'est-à-dire le cadre systématiquement juste supérieur. Oui, alors ça reste encore aujourd'hui, et c'est un grand débat et un grand chantier. C'est très en transformation, les entretiens les entretiens annuels. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui remettre complètement en question le système d'entretien annuel en disant que c'est d'un autre temps et que il faut en fait des conversations beaucoup plus régulières avec le manager que cette espèce d'entretien un peu formel une fois par an. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu au départ des entretiens annuels? Alors, ça a eu le mérite d'exister, ça a eu le mérite de poser à un moment donné un arrêt sur image et de créer un dialogue obligatoire, puisque c'était obligatoire, c'est obligatoire, entre le manager et les membres de ses équipes. C'est-à-dire que au moins, on s'assure qu'une fois dans l'année, il y a une discussion entre le membre de ses équipes et son manager sur le travail fait, les aspirations, le développement, les besoins de formation ou les envies de formation, les envies de participer à des projets, les envies autres, les envies de participer à telle ou telle action. Si je me permets, là, ça veut dire qu'il y a une grille un peu d'entretien qui est prévue et le temps est normalisé, parce que vous savez, chez nous, alors il n'y a pas de grille d'entretien quand même, mais il y a un guide du document de préparation que peut faire le professeur, c'est pas obligatoire, mais il y a quand même 3 questions assez précises. Et d'autre part, nous, c'est très normé, même en termes de temps, voire même en termes de convocation préalable. Enfin bon, on est dans un cadre très normé. Est-ce que chez vous, les choses, vous avez dû les normer ou pas? Oui, on a dû les normer. Alors, le temps, non, ça, c'est laissé libre. Mais c'est une période dans l'année bien spécifique. Tous les managers doivent s'assurer que le document, en fait, il est normé, entre guillemets, juste pour qu'à minima, il y ait un cadre de référence. C'est-à-dire on s'assure bien qu'on parle à la fois de ce qui s'est passé l'année qui vient de s'écouler, qu'on définisse des objectifs communs pour l'année suivante et qu'il y ait une discussion sur les aspirations, encore une fois, les besoins de formation, etc. De 1 par an, on est passé à 2 par an en essayant de décorréler la partie revue des objectifs de l'année avec la partie
besoin de formation, besoin de projets, prise d'initiative et projection dans le futur. Et puis, on va de plus en plus vers l'incitation à des conversations beaucoup plus régulières, alors qui ne sont pas formalisées, elles, pour le coup, comme l'est l'entretien à mi-année et l'entretien de fin d'année, mais ce qu'on appelle des discussions pour aller chercher ce qu'on appelle du feedback. Donc, c'est vraiment un grand sujet. C'est comment oser aller demander et recevoir du feedback, c'est-à-dire un retour sur son travail, sa posture, son attitude, voilà, à travers des questions extrêmement spécifiques, puisque je reste persuadée que le feedback, pour qu'il soit utile et concret, doit porter sur des choses observables. Voilà, sinon c'est vague, ça reste trop vague. Donc, si j'entends bien, il y a un peu trois éléments dans les entretiens, et je trouve intéressant de voir à quel niveau on les pose. Que bien sûr, nous, on est réglé. Des collègues parlent de PPCR, et je pense que c'est la question suivante qu'on peut vous poser, c'est est-ce que chez vous, les évaluations doivent rimer avec comparaison entre les collaborateurs. Mais avant, moi, je retiens là donc cette idée de réfléchir à la fois sur la question de l'évaluation des compétences et l'évolution des compétences, ça c'est très clairement dans le temps. J'entends la question de atteindre des objectifs, et ça très clairement pour nos collaborateurs administratifs, on a là une norme et des entretiens annuels qui sont très clairement là-dessus, qui commencent d'ailleurs par le rappel des objectifs de l'année N-1, donc ça c'est assez simple. C'est assez étonnant de voir qu'avec les professeurs, on n'a pas vraiment cette question d'objectif qui se pose en fait à un moment donné, que ce soit qualitatif et quantitatif. Et sur les feedbacks, effectivement, c'est une question qu'on peut poser, mais qui est moins systématiquement posée. Moi, je sais que ça fait partie des choses que je proposais, et même jouer sur une dynamique un peu d'auto-évaluation en disant, voilà, vous, à un moment donné, n'hésitez pas pour vous-même ou sur le collectif, quel feedback vous posez, et j'ai l'impression que les feedbacks, on arrive aussi à les mettre en place, nous, collectivement. Mais si on reprend cette question autour de est-ce qu'évaluation est ST comparaison? Non. Non, en fait, alors on a des notes, hein, comme à l'école. Il y a un système de notation. Chez nous, normalement, c'est lié. Les revues des rémunérations sont liées aux notes. On essaye de décorréler ça. Et encore une fois, on agit tellement sous contrainte sur les budgets d'augmentation que voilà, c'est vraiment l'impact n'est pas extrêmement fort. Il peut y avoir des primes, il peut y avoir des déclenchements de primes. Alors, juste que je réponde au passage à certaines de vos questions, tout le monde est formé à ces entretiens. On propose des formations de préparation parce qu'on demande aux collaborateurs de s'auto-évaluer. J'en viens à votre point. C'est-à-dire qu'en fait, le collaborateur, il arrive à l'entretien de fin d'année, il sait auto-évaluer, et le manager a préparé aussi l'évaluation. Et donc, il y a une discussion entre mon auto-évaluation et la façon dont mon manager se voit. Et donc, on propose des formations. Là, on est en plein dedans, puisque nous, notre année dans l'entreprise se termine à fin mars, en fait. Donc, les entretiens vont démarrer la mi-février jusqu'à fin mars. Et donc, on organise tout un tas de formations pour préparer les collaborateurs et les managers à ces discussions. Voilà. Et donc, chez vous, un manager évalue combien de collaborateurs Ça dépend de la taille de ses équipes. Ça peut aller jusqu'à… en général, ça va rarement au-delà de 20 personnes pour un manager. Mais ça peut être jusqu'à 20 personnes. Alors, et ensuite, c'est en cascade, quoi. Hein. On a différents niveaux hiérarchiques. Donc, chaque manager évalue et peut en discuter avec son N+1. Il peut discuter avec son N+1 de l'évaluation de ses équipes. Mais le face-à-face, il est entre le manager et son report direct. Alors, c'est une question. Nous, on a des collaborateurs directs, je dirais, que sont à la fois les professeurs, parce que l'air de rien, en termes de niveau hiérarchique, on est à peu près à cette question-là, avec une co-évaluation avec les inspecteurs. Quand je dis nous, là, je parle en tant que chef d'établissement. D'autre part, et c'est une
question qui est fortement d'actualité. On va demander au chef d'établissement d'évaluer son adjoint, ce qui dans notre culture était quelque chose qui n'existait pas, qui existait plus ou moins, c'est-à-dire que et très clairement un peu ce sentiment qu'on se retrouve parfois nous en difficulté à devoir assumer la suite de la relation avec avec des collaborateurs de proximité avec qui cette évaluation peut nous mettre en danger, c'est-à-dire peut créer une tension, peut créer une déception chez le collaborateur et peut même créer un conflit dont on aura du mal à sortir. Comment ça se gère et comment à l'échelle d'une entreprise comme la vôtre vous posez ce genre de choses? Ça, c'est notre sujet tout le temps, puisque à partir du moment où on évalue des collaborateurs, et y compris des collaborateurs très proches, il y a toujours un risque qu'on ait des choses à dire qui soient pas forcément agréables à entendre. Donc, c'est pour ça que moi, je crois beaucoup, dans la formation à ça, parce que je pense qu'il y a des techniques pour apprendre à dire les choses, pour apprendre à les entendre aussi. Je pense que c'est hyper important encore une fois, d'être très factuel. Être factuel, c'est-à-dire être sur de l'observable. Et ça s'entraîne. On dépense vraiment des budgets de formation là-dessus, pour apprendre aux managers et apprendre aux collaborateurs. Alors, ça fait partie des questions. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous détailler sur des situations, voilà, qui peuvent se rapprocher un peu de l'éducation nationale, mais voilà, entre un chef et son adjoint, par exemple, des observables, ça serait. C'est un adjoint qui, je sais pas, par exemple, qui a une attitude. Ça peut être une question soit de performance technique entre guillemets, c'est-à-dire que ce qu'il fait n'est pas au niveau de ce qui est attendu. Je sais pas, imaginons qu'il ait à faire des comptes rendus ou des présentations sur un sujet précis et que ces présentations soient pas au niveau, qu'elles soient pas claires, qu'elles soient pas synthétiques, qu'on comprenne pas là où il veut en arriver. Ça peut être des questions de posture et d'attitude, quelqu'un qui s'adresse pas bien aux autres ou qui est trop autoritaire ou qui laisse pas la parole, ou ça peut être des questions de performance. Je parlais tout à l'heure d'ouvriers joailliers, ça peut être des questions de temps pour arriver au résultat. Ça peut être des questions de détails dans la production. Ça peut être en fait, c'est toutes sortes de choses, mais de toute façon, à partir du moment où il y a une évaluation entre deux personnes, c'est toujours engageant. Je veux dire qu'il y a à la fois le sujet sur lequel on doit faire un retour, qui est supposé être bordé par un cadre professionnel, et on voit bien que ça peut déraper tellement vite parce que ça en appelle à l'émotionnel. Donc, en fait, ce à quoi on forme beaucoup, 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 c'est tout ce qu'on appelle les soft skills. Et pardonnez-moi pour ces anglicismes, vraiment, je suis confuse, mais c'est tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle. C'est comment se sortir le plus possible de tout ce qui va être engageant du point de vue affectif, émotionnel, pour rester sur des choses qui sont vraiment factuelles. Voilà, la réunion démarre à 9h, tu arrives systématiquement à 9h10, c'est factuel. En revanche, oui, il y a un problème parce que dès que tu es en réunion, tu hurles. Ça, c'est pas factuel parce que le hurlement pour l'un, c'est pas le hurlement pour l'autre. Voilà, donc c'est des choses aussi bêtes, et pardonnez-moi, c'est un peu simple et trivial, mais c'est vraiment rester sur des choses observables, factuelles, et apprendre à désamorcer les conflits. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est beaucoup de formation, mais ça s'apprend. Alors, il y a Rachel qui nous dit, est-ce qu'un écart de 8 ans entre deux évaluations, ça vous semble adapté? Je pense que la réponse, parce qu'on en a discuté, voilà, mais moi je peux la donner. Non, bien sûr, d'autant plus que il me semble qu'on peut réfléchir. Alors là aussi, nos établissements sont de tailles très différentes. Comme je l'ai dit, peut y avoir quelque part 180 professeurs, dans d'autres 40, qu'on n'a pas exactement les mêmes choses. Après, vous évoquiez ces temps d'entretien. Je pense qu'effectivement la logique quand même d'essayer d'avoir l'équipe de direction reçue chaque personne dans l'année est un objectif qu'on doit essayer de se donner. C'est pas toujours simple, et encore moins dans la période actuelle, mais c'est sûr que 8 ans c'est très compliqué. Je vous parle pas moi de mon début de carrière d'enseignant où je n'avais pas vu d'inspecteur avant 10 ans de carrière. Ça devait vouloir dire que ça se passait pas trop mal, mais qu'il n'y avait pas le feu, mais qu'en réalité ça manquait de cette dynamique là. Ce qui est intéressant
il me semble, c'est effectivement là, on voit pas mal de discussions autour de l'évaluation. Il me semble que c'est important que la personne puisse sentir qu'elle peut venir avec son auto-évaluation et qu'à la limite, ça l'autorise à la fois à venir en disant, je veux montrer ça et mettre ça en avant parce que vous l'avez pas obligatoirement vu, ce qui est très vrai, d'une part. Et d'autre part aussi, je pense, à un moment donné d'arriver en disant, attention sur l'évaluation. Dans l'auto-évaluation, il y a des choses qui sont un peu étonnantes. C'est-à-dire que je n'ai pas, on voit des professeurs même qui sont parfois très critiques vis-à-vis d'eux-mêmes et qui ont du mal à se valoriser. Et derrière l'auto-évaluation, je pense qu'il faut plutôt que d'essayer de mettre une note, comme on le disait, essayer de se dire quel besoin de formation, quel besoin de compétences vous avez derrière ça. Ce qui est une façon d'être peut-être moins dans le jugement personnel, là encore, et d'être un peu plus dans la dynamique factuelle à un moment donné. Ça c'est clair. Alors, on nous pose la question effectivement sur le premier degré et parfois le fait qu'un IEN de circonscription a 300 professeurs des écoles à évaluer. Ça, c'est une vraie question. Là encore, ça serait un grand débat et c'est peut-être une idée à développer dans un webinaire, mais peut y avoir des personnes qui peuvent participer à ça. Dans quelle mesure les directeurs se posent, dans quelle mesure on pratique une évaluation, une dynamique un peu collective. On voit bien, on peut évaluer aussi le collectif à un moment donné et essayer de mesurer quelles compétences on peut poser. Ça, c'est très clair. Moi, il me semble qu'il y a un des points qui est un peu complexe pour nous parfois en tant que personnel de direction, c'est comment se situer par rapport à des entretiens où on a un peu l'impression que les enseignants, voire nos collaborateurs, ont besoin d'un mentor. C'est-à-dire que quand un chef d'établissement est en formation initiale, ce qu'on appelle la formation statutaire, il a une sorte de tuteur, de référent qu'il peut aller voir et qui va l'aider à préparer ses temps d'entretien à un moment donné. Je me demande, moi, dans quelle mesure il n'y a pas cette nécessité-là. Et parfois, nous, je sais qu'on joue un peu ce rôle d'évaluateur et de mentor. Au début, moi, ça me gênait et je me dis qu'il y a certainement une piste à développer autour de ça, mais il faut que les choses soient claires dès le début. Dans la rencontre avec l'inspecteur, par exemple, où des professeurs viennent nous voir en nous disant, voilà, j'aurais envie de parler de ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Ça me paraît difficile en tant que manager de proximité de pas répondre. Et dans le même temps, ça veut dire que nous, dans notre entretien avec cette personne, par définition, des choses auront déjà été posées. Voilà. Je voudrais juste allez-y, là-dessus rebondir sur un certain nombre de choses qui sont dites ici. Il y a des choses qu'on a faites que je trouve intéressantes et qui peuvent peut-être être une piste pour vous quand vous avez trop de monde à évaluer et que c'est pas possible. On a mis en place des groupes de co-développement et je retrouve un peu cette idée-là dans comment est-ce qu'on peut se développer, est-ce qu'on peut se regarder, s'enseigner, etc. Bon, dans nos formations, notamment pour les managers, on leur apprend, on les incite et on leur apprend à se co-développer, se faire du feedback entre eux. Donc, libre à eux de s'inviter mutuellement dans leurs équipes, c'est-à-dire inviter un pair à assister à une réunion et à pouvoir donner du feedback sur ce qu'il a observé. Évidemment, tout ça se travaille et tout ça nécessite de la confiance et nécessite d'être très clair sur qu'est-ce que je vais demander à mon collègue de regarder si jamais je l'invite à une réunion de mon service. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ce sont des regards croisés. Donc, on n'est pas là pour descendre l'autre, etc. C'est, voilà, je voudrais que tu me dises, je vais t'inviter à une réunion de mon équipe et je voudrais que tu me dises, si tu trouves que j'ai été claire dans mon introduction, si j'ai suffisamment distribué la parole, je dis n'importe quoi. Si tu as le sentiment que j'ai été attentif à ceux qui parlaient moins que ceux qui parlaient plus, ce genre de choses, et réciproquement. Ça, peut-être que c'est une piste, j'en sais rien, qui peut être explorée quand il y a des grosses équipes et qu'on peut pas, ça peut pas être que du hiérarchique à membres des équipes parce qu'il y a trop de monde. Développer cette notion de co-évaluation, mais encore une fois, c'est sur des choses très concrètes, des compétences très concrètes que chacun veut développer et s'engage à développer d'une certaine manière. Voilà, de développer ses regards croisés, ça peut être pas mal. Alors, il me semble, dans l'autre communauté de Synlab, être prof, ce qu'on appelle les lesson studies, c'est-à-dire la possibilité de préparer à deux ou à plusieurs une séquence pédagogique qui va être faite dans les deux classes et où on a des observables qui sont pas en termes de compétences acquises par les élèves, mais bien de didactique et de pédagogie mise en place. Moi, je vous rejoins et je pense qu'on n'ose pas assez et je pense que
grande majorité de nos professeurs dans une relation de confiance seraient très sensibles à ces éléments-là à un moment donné aussi, et on n'ose peut-être pas nous suffisamment partager avec eux sur ces modalités-là, même à un moment donné, dans la façon dont on fonctionne. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui va revenir sur ces points-là. Moi, je pense que je vous rejoins, c'est un point qu'on ne fait pas suffisamment. D'où l'intérêt aussi de communautés comme ManagerEduc, parce que ça peut permettre de vous rencontrer de proximité et d'être sur des points. En revanche, que je vous rejoins, il faut bien définir les observables de manière précise. Je regardais. Et partir avec des gens qui ont envie de le faire, c'est-à-dire que ce soit surtout pas perçu comme, justement, je vois beaucoup revenir dans le chat le mot de jugement, d'évaluation, justement, sortir complètement de ça, faire émerger et trouver ce que je disais tout à l'heure, les alliés, entre guillemets, les ambassadeurs, ceux qui ont envie, et accepter de démarrer petit. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de vos sujets, sans doute que c'est des montagnes qui sont vraiment très hautes à gravir et que parfois, voilà, on se dit waouh, ça va être énorme et trop, et on est tenté de tout lâcher. Moi, je reste optimiste vraiment parce que j'ai vu dans le monde de l'entreprise des choses bouger, y compris des choses qu'on croyait immuables, mais en acceptant de démarrer petit, encore une fois, avec des groupes pilotes, avec des volontaires, en exposant bien pourquoi on fait les choses, qu'est-ce que ça va apporter, en faisant des retours d'expérience, en valorisant ceux qui vont venir témoigner de leur retour d'expérience. Voilà, je crois dans les vertus de tout ça parce que je crois que finalement, on a tous envie de sentir qu'on fait bien notre boulot, qu'on contribue, qu'on se développe, qu'on transmet. Et je crois que si on crée un climat qui permet aux individus de faire ça, bah, petit à petit, c'est vertueux. Voilà. J'ai l'impression, et on revient, et c'est bientôt la fin. Je vois les temps, mais voilà, on demandera à Syllab de vous réinviter. Je suis sûr qu'on trouvera le moyen. Mais alors, je vois Rachel qui dit comment faire pour avoir un regard neutre. Et moi, j'ai l'impression qu'on oublie trop quand on pratique l'évaluation et qu'on va vers le développement professionnel, qu'au contraire, il n'y a pas de neutralité et qu'on est un collectif et dans lequel il y a des individus. Et c'est toute cette difficulté-là. Mais entre autres, l'inspecteur, le pilote, c'est cette dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire, on est dépendant, bien sûr, de nos collaborateurs et de la dynamique collective, bien sûr, et qu'à un moment donné, c'est le collectif qui l'emporte. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, je le dis avec une grande fierté, ce sentiment que nos établissements, les écoles, enfin les unités pédagogiques, j'allais dire, ont fortement évolué et ont une capacité, et on l'a vu là, on aurait pu complètement exploser face au Covid, on réussit quand même à maintenir une dynamique extrêmement complexe et une agilité parce que c'est le collectif qui l'a emporté à un moment donné. Et que cette richesse du collectif est chez nous quelque chose de très très fort, et je pense qu'on ne le pose pas assez, c'est-à-dire que quand on évalue, c'est bien au profit des élèves, c'est ce que vous disiez sur les valeurs et la mission, et au profit des élèves pour que ce dynamique soit plus efficace. Et je pense que il y a une culture là qui est en train de changer très très fortement chez nous, d'autant plus que, comme vous le disiez, les nouvelles générations sont aussi énormément sur ces réseaux qui échappent même au contour des établissements, on le voit bien, et que c'est cette question-là qui est posée. Pour finir, alors je voudrais pas tomber sur une question trop bateau, mais est-ce que vous auriez 2-3 conseils pour rassurer un peu face à cette grosse question qui est effectivement comment passer assumer l'évaluation pour favoriser un développement professionnel à la fois collectif et individuel. Bon, encore une fois, j'ai pas de recette miracle ni de baguette magique. Moi, je peux juste me faire la témoin de ce que j'ai vu depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis dans ce métier et dans cette même entreprise. Donc, j'ai vu l'évolution. J'ai vu que ça passe par, encore une fois, des valeurs définies, une mission, une vision définie, ce projet collectif dont vous parlez. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est à la fois un projet collectif et les individus ont besoin d'être reconnus en tant qu'individus. Et donc, je dis toujours, le métier de RH, c'est un métier de funambule. Je suis pas le seul. Je pense que tous les managers, les dirigeants, on est dans ce métier de funambule entre le projet collectif, donc la vision, la mission. Pourquoi est-ce qu'on est tous ensemble en fait? Qu'est-ce qu'on vient faire là tous les jours ensemble? Et en même temps, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi à titre individuel qui va me donner de la satisfaction, de l'épanouissement et du développement? Donc, ça passe par reformuler toujours ce projet commun, définir
des valeurs, une culture, instaurer un dialogue. Moi, je reste quand même convaincue qu'encore une fois, on se donne plus de chances d'avancer ensemble en confrontant les sujets et les problèmes qu'en les mettant sous le tapis. Partir avec des petits groupes d'ambassadeurs, de volontaires qui sont partants pour avancer et en même temps toujours solliciter et réinviter les autres, ceux qui sont un peu plus en retrait, à participer en essayant de trouver ce sur quoi eux, ils peuvent contribuer, parce que finalement, on a tous des compétences, tous des expériences, mais il y en a qui sont plus visibles que d'autres, peut-être. C'est donc aller chercher ceux qui sont peut-être un peu plus dans l'ombre, leur permettre aussi du coup, de se faire connaître, de valoriser leurs compétences, leur expérience. Voilà, et petit à petit, faire les choses. Et puis, vous dire en conclusion que j'ai une admiration totale pour ce que vous faites et votre métier. Je pense que l'éducation, c'est ce qui forge la société. Donc, vous avez une responsabilité qui est colossale. Et voilà. Et si je peux, la raison de ma présence ce soir, c'est que vraiment, c'est cette reconnaissance pour vous et tout ce que vous faites. Et si je peux vous être utile à travers mon témoignage voilà. Et je mets volontiers mon mail à disposition. Et si je peux être utile et avec vous ou revenir ou si vous avez envie de me solliciter, vraiment n'hésitez pas, parce que je pense que c'est vraiment l'éducation est absolument clé. Merci beaucoup Marie-Claude. Moi, voilà, j'ai pris Marie-Aude. Marie-Aude, pardon. Excusez-moi. C'est pas grave. Excusez-moi, je suis confus. Merci beaucoup de ce temps d'échange. Je retiens des idées qui sont venues et comme à chaque fois le chat a été très très riche et vous avez compris qu'on a du mal à le suivre à 100%. L'idée de charte est peut-être des choses sur lesquelles il serait intéressant de travailler. Je retiens l'idée de groupe de co-développement et peut-être ne pas hésiter à vous dire si vous le souhaitez et Manageduc peut vous aider un peu dans cette direction-là à solliciter. Et vous connaissez tous aussi quelques cadres globalement dans les hôpitaux, dans les entreprises qui sont intéressés sur ces questions-là et se voir tous les 2 mois sur cette question-là, à mon avis, autour des ressources humaines et des choses qui peuvent créer sur des territoires des belles dynamiques. Je retiens cette logique aussi d'ambassadeur. Je pense que le mail sera dans le compte rendu qui va être mis en ligne assez vite sur Manageduc. Et il me semble, et je trouvais ça très clairement, qu'il fait effectivement, faut revenir à l'élève, faut revenir à la plasticité de l'intelligence. Très clairement, excusez-moi, et bien se mettre dans cette dynamique individuelle et collective qui est qu'on est, on est dans l'évolution. Je ne sais pas si on est même dans le jugement en termes d'amélioration et d'efficacité, mais on est bien dans l'évolution et dans cette logique qui est qu'effectivement on veut des élèves, qui nous préparent le monde de demain, collectivement encore plus agréable que celui d'aujourd'hui. Vraiment remercier chacun de votre présence, souhaiter de bonnes vacances à ceux qui y sont déjà. Souhaiter bon courage à ceux qui seront les derniers à y être, parce qu'on a tous bien conscience que la période est extrêmement complexe, fatigante, mais on tenait aussi à passer à d'autres dynamiques. Je sais pas si l'évaluation est un ensoleillement un peu de nos journées, mais quand même, moi je pense que c'est toujours des belles rencontres. On est toujours assez surpris. Et donc merci beaucoup à tous. Prenez soin de vous. Marie-Aude, encore un grand merci parce que j'ai entre le début, on sentait le stress un peu de chacun tout à l'heure. Et là, je vous vois avec un grand sourire. Merci et un grand merci à Guénolé qu'on ne voit pas, mais qui était à la dynamique. Merci. Et donc, Guénolé, je crois que c'est toi qui vas fermer. Merci beaucoup. Et donc,